Nous allons donc continuer notre programme en compagnie d'un professeur honoraire de l'Institut catholique de Paris, membre du conseil scientifique de l'Association européenne de l'éducation et longtemps, très longtemps, spécialiste des questions d'enseignement au sein de l'OCDE. J'accueille, mesdames et messieurs, Bernard Hugonnier. Parmi nous pour partager votre expérience de l'enseignement et tout le savoir accumulé pendant 3 décennies comme expert de l'éducation au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique, celle-là même qui, tous les 3 ans, produit l'étude PISA, la très redoutée, la très attendue étude PISA. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, il est un mot qui a été prononcé à de multiples reprises depuis 14 heures, le mot autonomie, et ça tombe bien parce que c'est aussi un mot qui revient fréquemment dans les études, dans les préconisations de l'OCDE. Et évidemment, on a envie de vous demander en quoi davantage d'autonomie serait un gage de performance pour les établissements, un gage de meilleure gouvernance et évidemment un gage de meilleure efficacité au profit des élèves. Bernard Hugonnier, vous avez devant vous 20 minutes, c'est à vous. Alors, d'abord, merci à ceux qui m'ont invité à cette conférence, à ce congrès. C'est un grand plaisir de vous retrouver parce que je suis déjà venu une fois il y a quelques années. Je dois vous dire d'abord que, parce que le temps est limité, que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai pensé qu'il serait utile de faire un PowerPoint qui est non pas celui qu'a fait mon ami Alain Bouvier, mais c'est quelque chose qui est totalement écrit, comme ça vous aurez d'abord le temps de le lire en même temps que je le lis, et je me référerai à d'autres choses en même temps, mais en même temps je vous le laisserai, comme ça vous aurez l'occasion de vous y référer après. Et je vais commencer tout de suite par vous donner des indications qui sont importantes. C'est quel est le niveau d'autonomie dans les pays de l'OCDE. C'est une étude de l'OCDE qui a été menée il n'y a pas très très longtemps, c'était en 2018, et qui porte dans la moitié des pays de l'OCDE, comme vous le voyez. La majorité des décisions sont prises localement au niveau de l'établissement, donc la moitié des pays de l'OCDE, c'est relativement important. Dans moins d'un tiers, les décisions sont prises au niveau central ou gouvernemental, et en moyenne, les établissements et les autorités locales, cette fois-ci on regarde non pas les pays mais les établissements, donc en moyenne les établissements et les autorités locales prennent les décisions, 63% des décisions sont prises là, ceci va jusqu'à 90% en République tchèque, aux Pays-Bas et en Écosse. Maintenant si on regarde la situation en France, c'est 10% seulement des décisions qui sont prises au niveau des établissements, ce qui place la France, je vous laisse lire, la France dans la catégorie des pays à décentralisation minimale. Donc vous voyez tout de suite quelle est la situation de notre pays en ce qui concerne l'autonomie dans les pays de l'OCDE. Alors ce n'est pas un jugement de valeur, c'est simplement une situation, la situation est comme cela. C'est une situation qui évolue par les autorités de notre pays. L'autonomie, en quelque sorte, est mal vue dans notre pays. L'autonomie des établissements est mal vue depuis très longtemps. Et la situation n'a guère changé parce que je ne pense pas que depuis que M. Blanquer a pris le pouvoir, l'autonomie dans nos établissements, c'est-à-dire depuis 2018, la date de cette étude, je ne pense pas que la situation ait beaucoup évolué. Alors, on m'a demandé de réfléchir à la question de la gouvernance. Et donc la question que je me pose et que je me suis posée, pourquoi l'autonomie des établissements est avant tout une question de gouvernance? Alors, qu'entend-on par gouvernance? Qu'est-ce que c'est que ce principe de gouvernance? Il s'agit de se référer au principe de bonne gouvernance, pas au principe de gouvernance, mais au principe de bonne gouvernance. Ce principe implique la participation des principales parties prenantes. Parties prenantes, ce sont ceux qui participent bien sûr aux décisions qui sont prises dans une entité quelle qu'elle soit, que ce soit une entreprise ou que ce soit un établissement. Les principales parties prenantes aux décisions
d'une entreprise ou d'une institution. Ainsi, le principe de bonne gouvernance pour les entreprises de l'OCDE énonce, je vous laisse lire, un régime de gouvernement d'entreprise doit reconnaître les droits des différentes parties prenantes à la vie d'une société qui sont définis par le droit en vigueur, par des accords mutuels, et encourager une coopération, ce sont les termes qui sont très importants, encourager une coopération active entre les sociétés et les différentes parties prenantes pour créer de la richesse et des emplois et assurer la pérennité des entreprises financièrement saines. C'est le principe de gouvernance des entreprises qui a été établi en 1998 par l'OCDE. Ces principes ont été reconnus dans le monde entier, aussi bien d'ailleurs dans les pays dits communistes, c'est-à-dire que dans les pays en Russie, et dans les pays également comme la Chine, ce qui est relativement intéressant. Donc, de la bonne gouvernance à l'autonomie, de quoi s'agit-il? On part donc du principe que si dans une entreprise, quelle qu'elle soit, et quels que soient ses objectifs, les parties prenantes ne bénéficient pas d'une bonne gouvernance, alors n'étant pas encouragées à une coopération active entre elles, elles ne disposent pas d'autonomie. Et donc, si on continue le raisonnement, l'autonomie est-elle un gage de meilleure performance scolaire? On regarde ce qu'il en est, par exemple, dans une étude de l'OCDE de 2011. Alors, c'est une étude qui est un petit peu tardive, malheureusement, elle n'a pas été mise à jour depuis, mais je crois que les informations sont toujours intéressantes à regarder. Il y a les corrélations entre l'autonomie et les performances des élèves à chaque fois. Vous avez l'autonomie en gestion de ressources et les performances des élèves. À ce moment-là, le niveau de corrélation est nul. Mais si vous prenez l'autonomie en matière de pédagogie et les performances des élèves, à ce moment-là, la corrélation est élevée. Et l'autonomie de système d'évaluation des élèves, le choix des cours et leur contenu, et de même les manuels, à ce moment-là, et bien sûr la corrélation avec les performances des élèves, à ce moment-là, la corrélation est également élevée. Autre question, quelles sont les parties prenantes des établissements scolaires? Alors, elles sont très nombreuses, j'ai mis ceux qui vous paraissent être les plus importantes, mais il y en a certainement d'autres. Vous avez le ministère, vous avez le recteur, les inspecteurs, le délégué départemental de l'éducation nationale, les délégués académiques aux relations européennes et internationales, le directeur d'école, le chef d'établissement, les enseignants, etc., etc. Et la question suivante, c'est bien entendu, toutes ces parties prenantes ne visent pas tous les mêmes objectifs. Il y a trois raisons principales. La première, c'est que leur niveau de responsabilité diffère grandement, leur contexte opérationnel, bien sûr, également. Et enfin, les phénomènes d'asymétrie d'information sont importants entre le ministère, le rectorat et l'établissement. Première raison, donc, leur niveau de responsabilité diffère grandement à l'évidence. Vous ne pouvez pas penser que le niveau de responsabilité entre le ministère, par exemple, un chef d'établissement et un responsable départemental sont tout à fait les mêmes. Le contexte opérationnel diffère également. Les pressions sociales exercées sur les rectorats sont sans commune mesure avec celles que connaissent les établissements scolaires, évidemment. Et les phénomènes d'asymétrie d'information sont importants entre le ministère, le rectorat et les établissements. Ils sont bien sûr absolument différents. Autre question, toutes ces parties prenantes contribuent-elles pleinement à la gouvernance des établissements? Bon, je pense que vous connaissez la réponse. Ne participent pas à cette gouvernance les écoles, bien entendu, bien que beaucoup de personnes se posent la question de savoir s'il ne faudrait pas changer le statut des écoles pour que les écoles aient le même statut que les établissements. Deuxième problème, ce sont une grande partie des enseignants, des autres personnels. Les élèves, bien entendu, ne participent pas à la gouvernance des établissements, une grande partie des parents d'élèves et les collectivités locales, ou que très partiellement. La conclusion, c'est qu'une bonne gouvernance des établissements scolaires en France ne prévaut donc pas. Et puisque sans bonne gouvernance, il ne peut y avoir d'autonomie, l'autonomie des établissements en France est par nature très limitée. Donc c'est la conclusion à laquelle on arrive, et c'est la raison pour laquelle je vous ai donné en introduction la première diapo qui montrait que l'autonomie en France est quasiment inexistante. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est si finalement, dans les autres pays dans le monde,
la gouvernance a la même définition que celle que nous avons en France. Et je vais vous donner 8 exemples qui sont très intéressants, en commençant par la Suède, l'Estonie, mais aussi le cas de la Finlande, la Chine, l'Allemagne, l'Angleterre, et 2 cas qui sont similaires, c'est celui de la Flandre et de l'Angleterre. En Suède, d'abord, vous avez le recrutement des enseignants et de la responsabilité des municipalités. Donc imaginez que ce soit le cas dans votre ville. Que se passe-t-il? Vous voyez donc que lorsque les électeurs vont voter, ils se posent la question de savoir est-ce que je vais revoter pour le même maire, compte tenu du fait que peut-être que le résultat scolaire de mon fils ou de ma fille, en tout cas de mon enfant, n'est pas tout à fait excellent ou ne me satisfait pas, et qu'en conséquence de quoi, si je revote pour le même maire, est-ce que dans ce cas-là, les mêmes causes produisant les mêmes effets, visiblement c'est le cas, est-ce qu'il ne serait pas bon que je vote pour quelqu'un d'autre? Et dans ce cas-là, peut-être que le maire va peut-être recruter d'autres professeurs de meilleure qualité et que ceci aura un effet plus bénéfique sur l'éducation de mon enfant. Donc de mauvais résultats risquent donc d'être sanctionnés aux mauvaises élections. Imaginez qu'on aurait un tel système en France. A-t-il jamais été étudié, examiné, cette possibilité? Jamais, bien entendu. Autre possibilité en Finlande. En Finlande, 97% de l'éducation est publique contre 78% en France. Vous me direz, ce n'est pas un écart très important. Il est très important. Il est très important parce que cette gouvernance conduit en France une partie importante des élèves issus des classes supérieures à fréquenter des établissements privés. Quel effet? L'effet, c'est que la mixité sociale en France est donc plus faible qu'en Finlande, d'où de moindres possibilités d'éducation dite horizontale dans les écoles publiques. Et en conséquence de quoi, ceci peut expliquer, en partie en tout cas, les scores moyens de la France dans PISA. Autre exemple intéressant, même très très intéressant, c'est l'Estonie. Je ne connais pas d'autres pays où il y a un tel système. Ce système est le suivant. Dans ce pays, le rôle du chef d'établissement et des enseignants sont inversés, le premier étant au service des seconds. Imaginez que en France, vous aurez désormais le chef d'établissement qui est au service des enseignants. La raison de cette gouvernance est simple, même s'il est très original. C'est que personne d'autre que les enseignants ne peut savoir mieux qu'eux-mêmes ce que sont leurs besoins pour parfaitement remplir leurs fonctions. Autant alors qu'ils en décident eux-mêmes et que ce sont ces besoins que le chef d'établissement doit satisfaire. En note, je vous indique qu'en 2018, c'est-à-dire les derniers résultats de PISA, l'Estonie est venue en première place et a donc battu la Finlande, qui était la première, comme vous le savez, dans les résultats de PISA auparavant. Je ne sais pas s'il y a vraiment une très forte corrélation entre ces résultats et cette nouvelle gouvernance qui a été instaurée en Estonie récemment, mais toujours est-il que c'est intéressant de noter qu'il peut y avoir une certaine corrélation entre ces deux éléments. On se déplace de façon géographique pour aller à Shanghai. À Shanghai, les meilleurs éléments, les meilleurs chefs d'établissement, mais aussi les meilleurs enseignants des établissements qui sont situés dans le centre-ville, vous savez peut-être que Shanghai est une très très grande ville, sont régulièrement affectés temporairement dans les établissements de la périphérie où se trouvent, comme en France, les élèves issus de milieux défavorisés. La mise en œuvre de cette gouvernance entre les établissements de centre-ville et ceux de la périphérie a permis de réduire très sensiblement l'écart de performance des élèves entre les quartiers. On n'a jamais essayé de faire cela en France. On y a pensé, même M. Blanquer y a pensé. Mais il y a eu une très forte résistance, comme vous pouvez l'imaginer, pour que ceci se fasse. En Allemagne, les politiques d'éducation sont de la responsabilité des 16 Länder, au nom du principe de subsidiarité, même si depuis les résultats de PISA en 2000, une tendance centralisatrice se fait sentir. Cette gouvernance permet non seulement des expérimentations différentes d'une région à une autre, évidemment, mais également des réformes qui ne peuvent pas être bloquées, comme en France, par une grève nationale des enseignants. C'est un point très important, comme vous le savez, lorsqu'il y a des réformes qui sont un petit peu révolutionnaires en France, bien entendu,
les syndicats ont un petit peu tendance à faire valoir que si vous voulez vraiment mettre en œuvre cette réforme qui nous déplaît, il y a un risque de blocage de la France, au déplaisir bien entendu des parents d'élèves, par une grève nationale des enseignants. Vous avez vu le résultat il y a quelques jours. Il y a quelques années, j'avais rencontré un ministre dont j'en tairai le nom et je lui avais demandé quelle avait été sa feuille de route, puisqu'il venait d'être nommé par le président de la République, et il m'a dit, c'est simple, c'est pas de grève. En Angleterre, les établissements récents que sont les académies et les free schools, pas si récents que ça, mais elles ont maintenant à peu près une quinzaine d'années, bénéficient d'une plus grande autonomie que les autres établissements scolaires. Ils reçoivent notamment leur financement directement de l'État et sont autonomes en termes de recrutement, de rémunération du personnel et d'enseignement. Cette nouvelle gouvernance semble cependant pas avoir encore produit d'effets significatifs sur les résultats des élèves. Je vous donne cet exemple-là parce qu'il y a bien sûr un engouement fantastique pour cette question d'autonomie. Mais dans ce cas-là, qui est très significatif, puisqu'il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années, un petit peu plus, où il y a véritablement de nouveaux établissements, tout nouveaux, avec une plus forte autonomie par rapport aux autres établissements qui existaient préalablement en Angleterre, il n'y a pas encore de preuve tangible d'une plus forte, de meilleurs résultats sur les résultats de meilleurs résultats pour les élèves. Alors peut-être que ça va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Enfin, en Flandre et en Angleterre, il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est que les établissements qui sont voisins, peut-être 2, 3 établissements, 4 établissements, ils ont pris la responsabilité de développer des partenariats auxquels ils mettent en commun certaines ressources, notamment dans le domaine de la gestion. Par exemple, dans le cas de 3 établissements, c'est un cas théorique, plutôt que de recruter chacun un comptable, un seul l'est qui peut exercer à tour de rôle et suivant les urgences dans chacun des établissements. L'application de ce principe de gouvernance permet de développer, évidemment, des économies non négligeables. Surtout qu'au lieu d'avoir 3 mauvais comptables, on peut recruter quelqu'un qui est peut-être plus onéreux, qui coûte plus cher, bien entendu, mais qui est de meilleure qualité, et donc qui va servir dans les 3 établissements. Autre question, quelles conditions pour une véritable autonomie des établissements scolaires? Et je terminerai par là, en quelque sorte. Il y a plusieurs conditions. D'abord, qu'une bonne gouvernance prévale. Au sens où je l'ai défini au départ, une bonne gouvernance, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes participent aux décisions. Et quand je dis toutes les parties prenantes, c'est sans qu'il y ait personne qui soit oublié. Que prenne place une réelle décentralisation des pouvoirs vers les établissements. Récemment, il y a eu une étude, très récemment, il y a eu une étude qui a été faite par la Cour des comptes, que vous pouvez regarder, je crois qu'elle a été publiée fin décembre de l'année dernière, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines. Et la Cour des comptes préconise que désormais, les établissements puissent non seulement recruter, mais aussi évaluer les enseignants. On en est loin. Que soient bien connus et reconnus les principes fondamentaux sous-jacents à l'autonomie, c'est-à-dire la subsidiarité, que j'ai déjà cité, la liberté, la responsabilité et la solidarité. Que soient évalués soigneusement ex ante les avantages comparatifs et les risques d'une plus grande autonomie. Il ne s'agit pas simplement de dire autonomie, 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 mais encore faut-il savoir ce que l'on fait, et donc qu'on sache exactement quels sont les avantages comparatifs, c'est-à-dire comparés, avec et sans autonomie, quels sont les avantages comparatifs, et les risques, de même, les risques comparatifs d'une plus grande autonomie. Que l'établissement dispose d'une réelle identité, d'un chef d'établissement assumant pleinement ses fonctions. J'ai participé à de nombreuses réunions sur cette question et souvent on me dit « mais il faut vraiment que le chef d'établissement remplisse ses fonctions ». Ce n'est pas toujours le cas. Qu'il s'agisse d'un leadership partagé, ce n'est pas
un chef d'établissement tête d'épingle qui décide de tout et qui ne délègue aucun pouvoir, donc un leadership vraiment partagé, avec certains enseignants en particulier, d'enseignants s'impliquant dans la gestion de l'établissement, donc des enseignants volontaires pour travailler avec le chef d'établissement, de formation professionnelle de qualité, c'est-à-dire que lorsque le chef d'établissement, qui peut de fait contribuer à l'évaluation des enseignants, ils prennent toutes les responsabilités en matière de formation, donc ils décident si tel enseignant a des faiblesses, pour utiliser un mot qui ne soit pas trop fort, en matière d'enseignement, eh bien, on en tire les conséquences en matière de formation professionnelle. Que l'établissement dispose également de systèmes de contrôle et d'évaluation robustes. Il est rare encore que les établissements disposent franchement de contrôle et d'évaluation robustes, une évaluation de l'établissement. Et enfin, dernier point, que l'établissement dispose éventuellement de partenariats avec des établissements voisins, ce que j'ai stipulé tout à l'heure. Je vous propose, Bernard Hugonier, parce qu'on arrive à la fin du temps qui nous était imparti, de dire quelques mots peut-être de conclusion, et puis on aura l'occasion de se parler, de se reparler, d'échanger, de débattre à l'occasion d'une table ronde en deuxième partie d'après-midi. Je vous laisse la parole pour quelques mots de conclusion. Alors j'ai une toute dernière présentation, c'est parce qu'il y a un fort débat à l'heure actuelle en France sur faut-il que les règles du New Public Management doivent-elles s'appliquer ou pas. Je vous rappelle ce que sont ces règles, c'est l'autonomie de fonctionnement élevée, la reddition de comptes sur la base d'indicateurs globaux, la mise en concurrence des établissements, et la formation des chefs d'établissement à devenir de véritables managers et non pas des gestionnaires. Et la réponse que je donne, c'est que ce n'est absolument pas indispensable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard Hugonier. On se retrouve tout à l'heure. Merci à vous. Merci Monsieur Hugonier, ou plutôt merci Bernard, du nom de cette émission disparue avec Jacques Villeray, Desproges et Claude Pieplu, mais ça parle aux plus vieux d'entre nous, d'entre vous, dont je fais partie parce que je vous l'ai dit, je suis un ringard. Alors, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire 15h15, oui, on emploie trop souvent cette expression à tort et à travers sans tenir compte de l'heure véritable. Donc là, je vous le dis, à l'heure où on vous parle, 15h15 donc, la question qui centralise toute votre attention neuronale, et Dieu sait que vous n'aimez pas cette expression de centralisation, c'est le fameux « Monsieur, c'est quand la pause ?» Et oui, on en revient toujours à cette maudite quadrature des rythmes, qu'il soit scolaire ou conférencier, et c'est peut-être même là l'une des questions centrales de tout enseignement. Connaître avec précision l'heure où décline l'attention. Les chrono, psycho, physio, biologistes ne parviennent pas à s'entendre avec certitude sur ce sujet, tant les facteurs de l'attention sont multiples et ne font pas forcément appel aux mêmes capacités cognitives en fonction des tâches à accomplir. Néanmoins, 15 heures, nous savons que nous sommes en plein phénomène physiologique que l'on nomme l'hypoglycémie post-prandiale. Prandiale, exactement. Oui, c'est un mot barbare. Et on sait même que 15 de cette heure, de 15 heures, serait la batiphase de ce phénomène, c'est-à-dire le pic de sécrétion d'insuline B pancréatique nécessaire à la décomposition des glucides qu'accompagne une sécrétion de sérotonine, cette hormone du bien-être qui favorise l'état de somnolence, comme pendant la lecture du livre homonyme de Michel Houellebecq. Bref, plus prosaïquement, vous avez envie de pioncer. Et ça se comprend. Vous vivez exactement ce que vivent d'habitude vos élèves à la même heure. Alors, peut-on éviter ce phénomène de relâchement naturel? Oui. Oui, en supprimant la digestion. Et qui dit supprimer la digestion, vous voyez venir, dit supprimer l'absorption, donc les repas, la cantine. Alors, avant que je ne vous laisse entrevoir l'immense potentiel de réduction des dépenses liées à la mise en place d'une telle mesure et que je me fasse découper par une dizaine d'exposants en sortant de cette salle, je préfère me soumettre au respect de vos horloges organiques et décréter quelques minutes de pause, de récréation, d'interlude, de césure, de déclassement, d'interclasse, d'abattement, d'entracte, d'intervalle, de relâche, de quartier libre, appelez-le comme vous voulez, mais revenez-nous
le cœur vaillant et l'esprit apaisé, mais en alerte. Tout un programme, rendez-vous à 15h50. C'est la pause.